Voilà, donc, allez, on va commencer. Donc, je m'appelle Pierre Massy, je travaille à la VITEM, donc l'agence Ville et Territoires Méditerranéens Durables. Et nous avons décidé avec notre partenaire Euroméditerranée de mettre en place une réflexion participative sur l'ensemble des sujets qui concernent la ville méditerranéenne. Donc, cette ville méditerranéenne, c'est un des sujets, un des propos que nous avons tous en commun, et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis autour de ces écrans, pour discuter justement d'un certain nombre de points d'action, et d'action, je dis bien, pas seulement de réflexion, mais de points d'action sur ce qui constitue la meilleure solution ou les meilleures solutions de la ville durable en Méditerranée. Alors cette ville, on la veut effectivement durable, mais également désirable. Et ce sujet de désirable, c'est un sujet qui est vraiment porté de façon extrêmement dynamique par Euroméditerranée, dont on a un éminent représentant ici, c'est Charles André, qui est architecte urbaniste. Et le sujet qui sera le sujet d'aujourd'hui va traiter de l'optimisation des toitures. Qu'est-ce qu'on fait avec ces toits en Méditerranée? Eh bien, on peut en faire beaucoup de choses, en fait. Même si on a plutôt tendance à les ignorer, en fait, il se trouve que les toitures, les terrasses, les endroits élevés au-dessus des bâtiments sont parfois ignorés, mais de moins en moins. Et le sujet, c'est vraiment de faire en sorte justement de trouver des solutions qui permettent de convaincre ou d'illustrer le travail des architectes pour permettre justement de valoriser le mieux possible ces espaces qui parfois méritent d'être un tout petit peu mieux valorisés. Alors on va avoir donc d'abord une présentation générale et puis comment je pourrais dire, la manifestation de cette volonté et de cette énergie avec Charles-André d'Euroméditerranée. On aura donc deux partenaires du Portugal, donc Sophie Mathias et Bruno Inácio, qui viennent de la ville de Faro. Et on verra qu'à Faro, en fait, ils ont déjà commencé à faire beaucoup de choses sur les terrasses, en lien justement avec pas mal de partenaires, y compris des partenaires qui sont alors beaucoup plus au nord de la Méditerranée. Je ne déflore pas le sujet, ils vous en parleront mieux que moi. On entendra après M. Verdeil de l'Institut national de l'énergie solaire, qui va nous expliquer en fait quelle relation il peut y avoir sur les toitures entre les installations techniques et justement la population, bien que les installations techniques, et il nous expliquera pourquoi on en a vraiment besoin. Et puis pour finir, nos deux oratrices de Merci Raymond, Merci Raymond qui est une structure qui travaille notamment, pas uniquement, mais notamment sur la végétalisation des toitures. Donc nos deux oratrices nous expliqueront pourquoi et comment le fait d'installer des principes de végétalisation, et quand je dis des principes, il ne s'agissait pas juste de mettre des jardinières ou juste de répandre une petite couche d'humus sur les terrasses, d'arroser et puis de s'en aller. Et on verra qu'en fait, tout ce protocole est extrêmement puissant en termes de création de liens sociaux et en termes justement de bien-être collectif et même, y compris, Olivier, peut-être que vous allez apprendre des trucs là-dessus, de fonctionnement des installations techniques. Voilà, donc sans plus attendre, il est 9h34, on est à 22 participants. Sans plus attendre, je propose de donner la parole à Charles d'Euroméditerranée. Bonjour à tous. Alors, je vais vous projeter un document. Voilà. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Plein écran. Voilà. Alors, merci Pierre pour ton propos introductif. Alors, effectivement, on a choisi, parmi les thématiques auxquelles on avait pensé cette année pour les différents webinaires, d'aborder la question des toits aujourd'hui en juin, préalablement à un événement. Peut-être que vous en avez entendu parler, ça se tiendra le 2 juillet, c'est un événement qui s'appelle le Rooftop Day à Marseille, qui est porté par le collectif À nous les toits et qui est soutenu par Euroméditerranée, qui propose d'ouvrir un certain nombre de toits, il y en a pour l'instant une quinzaine, de toits publics, de toits privés, pour différents usages pendant une journée. Donc c'est samedi 2 juillet, notez-le dans vos agendas. C'est du matin au soir, il y aura plein de choses. Il y aura à la fois des kermesses, des banquets, du théâtre, des concerts, même une boum. Voilà, l'idée est de faire pratiquer les toitures aux habitants, aux gens de passage à Marseille, pour prendre conscience, tout simplement par la pratique, que ce sont des endroits extraordinaires. Ce sont des endroits extraordinaires qui sont peu exploités, pas assez, que c'est un enjeu
extrêmement important d'un point de vue du développement de la ville, développement du futur de la ville, du développement collectif, un acte extrêmement sociaux qui peuvent se passer sur les toits, mais aussi un enjeu en termes de développement durable. Voilà, donc les toits, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et j'espère que les propos qu'on tiendra vous motiveront justement à vous questionner et à prendre conscience que c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Alors, une première image, simplement pour qu'on se réveille bien, on se réveille sur le toit, c'est le toit de Coco Velten qui est à côté de la porte d'Aix avec le linge qui sèche, du vent, du soleil, voilà, on est bien. Moi, je voulais vous montrer cette image parce que je pense qu'elle reflète extrêmement bien la capacité qu'ont les toits méditerranéens à faire voyager, à transporter, à faire sortir de chez soi, à nous mettre en relation avec le grand paysage, à avoir un autre point de vue sur la ville, à s'en dégager, à se dégager de sa rumeur, de son tumulte, même des soucis de sa vie. On est bien là-haut, on regarde le soleil, le coucher de soleil, les étoiles, et on peut échanger. On peut échanger dans un univers qui est beaucoup plus serein. C'est un espace, vous vous souvenez, pendant le Covid, on cherchait de l'espace partout. Et ben, en fait, il y en avait sur les toits, ils n'étaient pas assez exploités. Donc voilà, c'est le propos d'aujourd'hui. Les toits, ce sont des espaces bonus. Alors là, c'est pas exhaustif, hein, mais j'ai essayé de vous présenter un petit peu la manière dont ils peuvent répondre à différentes problématiques qu'on a en ville et même plus largement sur le territoire en général. En ville dense, on cherche de l'espace. Donc, très clairement, ces toits inexploités, ces toits terrasses, majoritairement, c'est un bonus spatial. Un bonus spatial pour y installer plein de choses. Donc, je vous parlais du logement, je vous parlais d'activités qu'on n'arrive pas à placer dans l'espace public, qu'on pourrait placer sur les toits, d'espaces collectifs dans l'immeuble collectif. C'est aussi un espace qui, tout simplement, permettrait de faire grandir la ville, d'ajouter des choses, y compris des constructions, de façon à accueillir et créer de la mixité. C'est bien sûr un bonus pour le confort, je vous en parlais à l'instant. Vivre dehors, c'est essentiel. C'est essentiel, en plus assez gratuit, c'est pour tous. C'est s'émerveiller des choses très simples. Et vivre dehors avec justement ces éléments, c'est bien sûr quelque chose qui contribue au bien-être en général. Alors, de tout ça, je vous parlais, c'est vraiment très clairement un espace qui permet de se rencontrer. Un espace supplémentaire, il n'y en a pas assez. Vous savez, par exemple, à Marseille, l'espace public est saturé de plein de choses. On n'a pas assez d'espace public, on n'a pas assez d'espace qui répondent à la densité humaine. Ben voilà, c'est un potentiel. Il y a, dans beaucoup de pays, ces toitures sont ouvertes. Bizarrement, c'est dans les pays nordiques où il ne fait pas beau. Ces toits, ils sont hyper occupés. Ils permettent de se rencontrer, de rencontrer ses voisins, mais de rencontrer aussi plus largement ses voisins du quartier et plus largement encore, quand les toitures sont publiques, des visiteurs, des touristes et des personnes venues d'ailleurs. C'est un bonus énergétique. Je pense que ça, je ne vous apprends rien. On peut y produire de l'énergie solaire, mais aussi éolien, encore plus à Marseille. Il y a une vraie thématique à explorer. Et puis ensuite, c'est un bonus environnemental et climatique. Environnemental parce que tout simplement, la matière est liée. On a déjà dépensé, on a coulé des dalles en béton. Pourquoi on ne les utiliserait pas? Voilà. Donc, la matière liée, exploitons-la au maximum. Puis ensuite, sur cette matière, on peut y installer plein d'autres choses qui enrichissent et qui permettent à la ville de mieux s'intégrer à la nature, donc notamment la végétalisation. Et le rôle de la végétalisation, c'est à la fois d'apporter de la biodiversité, de contribuer à l'intégration paysagère plus douce, plus agréable, mais aussi à gérer, par exemple, des questions d'îlots de chaleur. Donc les arbres évapotranspirants permettent de réduire la température en ville et de stocker l'eau et de gérer l'eau de pluie. Et vous savez qu'en Méditerranée, c'est une vraie question, puisque c'est une ressource qui arrive brutalement et qui part très vite dans la mer. Donc, comment on retient cette eau éventuellement sur les toits? Alors, clin d'œil par rapport à ce qu'on se disait dans les précédents webinaires, où on parlait de la ville méditerranéenne durable et désirable. Vous connaissez à gauche, ceux qui n'y étaient pas, désolé, mais c'est le référentiel de la ville durable et désirable méditerranéenne qui a mis en place Euroméditerranée, donc qui décrit un petit peu les ingrédients absolument nécessaires à voir figurer à toutes les échelles du projet pour fabriquer une ville méditerranéenne dans sa forme, ses usages. On voit que la question des toits, elle répond à plein d'enjeux. Elle répond à l'enjeu de la nature, donc avec cette mise en relation avec les éléments, le paysage, la mer, cette question de la convivialité en ville, sur le vivre ensemble, je vous en parlais, sur la vie à l'extérieur, qui est fondamentale, sur la question de la stimulation, on peut y mettre plein d'autres choses, créer des opportunités, ce sont des espaces de flexibilité. Elle procure du bien-être, donc là aussi, comment rendre la ville confortable.
Et puis ensuite, elle permet très clairement d'optimiser complètement chaque espace qu'on a. Et comme je vous le disais, on n'a pas assez d'espace. Donc, dans une ville où on a 300 jours de soleil par an, un horizon marin extraordinaire avec des collines extraordinaires aussi, en plus de ça, un toit, vous le voyez sur la première image que je vous montre, un toit qui a été imaginé par Le Corbusier, qui est le toit de la Cité radieuse, qui est en fait un toit qui est un exemple international de toiture réussie, puisqu'on peut y aller, à la fois les habitants, c'est un toit collectif, il y a même une école, elle a tous les ingrédients, et ça, Marseille l'a oublié. Marseille a oublié, en partie, les toits ne sont pas devenus, au travers de cette première initiative, un élément d'identité de la ville. C'est aussi une ville, la ville française, la grande ville française, où on peut voir le coucher de soleil sur la mer. C'est la seule. Et ben alors faisons tout ça une identité forte de la ville. Et c'est ce que propose de porter à la fois le collectif Toi et Nous, mais aussi Euromède, dans les orientations qu'on développe dans le projet aujourd'hui, sur les nouvelles opérations. Donc voilà, allons tous sur les toits. C'est ça le message. Donc, alors, pour vous dire que bon, l'histoire, elle a déjà commencé. Hein. Il y a déjà plusieurs projets qui développent les questions de toiture sur Euromède. Donc, vous vous souvenez que c'est un projet qui se développe depuis 25 ans sur une partie de Marseille. Donc là, je vous ai mis quelques images, mais qui, en fait, retracent vraiment bien et, je pense, décrivent très bien l'importance et le succès des toitures qui ont été mises en place. Alors, vous voyez en bas à droite le MUSEM. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un musée qui donne face à la mer et qui est un lieu absolument extraordinaire de balade et de promenade sur les toits, sur des toits qui sont suspendus au-dessus de la mer. Il y a le toit de la friche de la Belle de Mai pour les Marseillais. Bien sûr, vous y êtes allés danser, regarder des cinémas en plein air, faire des barbecues. Voilà, c'est un toit qui fonctionne extrêmement bien aussi. Là, vous voyez le toit des terrasses du port, qui est aussi un endroit face à la mer et qui permet de regarder le coucher de soleil et de rencontrer des amis. Et puis ensuite, des exemples beaucoup plus simples, des exemples de logements. Vous voyez par exemple cette très belle opération de logement où les habitants ont accès à des toits privés. Donc, ça permet de développer tout simplement leur logement. Et ici, une toiture qui est dans le quartier du Parc Habité. Donc, il y a un immeuble qui s'appelle Ava, où a été mis en place une toiture collective avec une pataugeoire pour les enfants, un petit potager. Voilà, c'est un vrai espace à la fois de confort, de rencontre et de très belles vues. On ne voit pas, mais il y a la mer juste à gauche, de vue sur la mer et les bateaux qui partent vers l'horizon. Demain, il y a ça qui est prévu. Voilà, je vous montre, ce sont des perspectives. Il y en a plein d'autres, j'en ai choisi certaines. Là, ici, il y a beaucoup d'équipements. On parlerait après des logements. Beaucoup d'équipements, une toiture, le toit d'un parking silo, qui va être transformé, enfin qui va pas être transformé, qui va être aménagé pour être un centre sportif. Là, c'est un groupe scolaire où vous voyez par exemple le toit mis à disposition des enfants, à la fois pour faire du sport, pour faire du jardinage. Les classes ont même des espèces de bacs qui leur permettent sur le toit de cultiver, d'avoir un petit potager par classe. Vous voyez ici l'INVT, l'Institut méditerranéen de la ville et du territoire, qui regroupera à la Porte d'Aix l'école d'archi, d'urbain et de paysage. Et là aussi, elle a été conçue comme une énorme terrasse sur la ville, en contemplation de la ville. Donc ça, c'est génial hein, pour des étudiants qui vont travailler sur la ville, puisqu'ils sont au spectacle, ils vont pouvoir admirer, comprendre. Et puis en plus de ça, il y a plein d'usages qui sont imaginés, à la fois récréatifs et pour faire du jardinage, par exemple. Là, vous voyez le projet des échelles, également sur la Porte d'Aix, qui propose d'aménager un bâtiment qui est composé d'un très, très grand escalier. Donc, c'est très fort comme symbole, un très grand escalier qui monte sur un toit, voilà, duquel on pourra voir toute la ville plein sud et la mer. Et puis ici, vous voyez le projet de la plateforme, qui est une école du numérique, où là aussi, vous voyez que tous les toits sont aménagés au profit justement de l'activité des étudiants. Alors, je vous ai donné quelques exemples comme ça. Plus globalement, aujourd'hui, ce qu'on porte sur Euromède, c'est que pour les logements, on arrête de créer des toitures en gravier, que la majorité des toitures soient accessibles et soient conçues comme telles. 80% des toitures doivent être accessibles. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir pousser la porte un jour et découvrir qu'il y a un endroit génial. Voilà. Et que tout soit mis en place pour que ce lieu-là puisse être approprié. Donc, ça veut dire des garde-corps, ça veut dire plus de gravier au sol, donc un platelage ou des dalles, et ça veut dire bien sûr un escalier. Et que 25% de ces toitures-là soient activées dès la livraison des bâtiments. Voilà. Donc, pour du privé ou du public. Mais l'idée, c'est de commencer, ou du collectif plutôt. L'idée, c'est de commencer à activer ces toitures
là, on met vraiment un poids sur la toiture comme espace, nouvel espace de vie pour les habitants et comme extension, tout simplement, de leur espace de vie en général. Et puis les autres toitures, elles doivent être productives ou végétalisées, productives d'énergie ou végétalisées, mais végétalisées durablement. Et ça, c'est une vraie question que je voudrais poser après. Donc, comment est-ce qu'on motive les usages? Comment est-ce qu'on invente des usages méditerranéens? Comment est-ce qu'on vit bioclimatiquement là-haut? Ça, c'est des questions et je pense que Sophie et Bruno pourront nous renseigner beaucoup sur l'expérience à Faro. Très belle histoire, très belles histoires qui se sont racontées depuis longtemps là-bas. Ensuite, sur le tertiaire, j'aborde cette thématique-là parce que je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Le tertiaire, vous savez, ces immeubles tertiaires, ils sont fruits de normes internationales qui font qu'ils sont très peu contextualisés, et puis de normes aussi drastiques au niveau national qui font que les toitures sont très peu utilisées. Au-dessus de 28 mètres, il y a des contraintes normatives, notamment au feu, qui font qu'elles ne sont pas accessibles. Tout ça, en fait, toutes ces toitures, on pourrait concevoir en tant que déjà espace ouvert pour les futurs bureaux. Ce sont des espaces sur lesquels on pourrait tout à fait créer des espaces de confort pour les travailleurs, mais aussi y intégrer de nouvelles fonctions. Et il y a aussi un enjeu absolument énorme à ce que toutes ces toitures soient transformables. Alors, vous voyez ici, par exemple, le quartier de la Joliette. Je vous ai montré toutes ces toitures qui sont à 28 mètres. Si on arrivait à débloquer ça, c'est combien de surface? C'est combien de surface dans ce quartier-là? C'est combien de surface en France, en général, qui pourrait être débloquée avec des vues extraordinaires, bien évidemment, du confort pour les gens qui travaillent, mais aussi de nouvelles fonctions dans des quartiers tertiaires qu'on connaît qui ne sont pas assez mixtes. On peut y accueillir des fonctions qui profitent du site pour créer des nuisances, par exemple. On peut faire de la Zumba là-haut le soir et le week-end. Finalement, on ne dérange personne. On pourrait imaginer plein d'autres activations qui permettraient justement à ces quartiers d'avoir une nouvelle vie, un nouveau souffle. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment un énorme enjeu. Et si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà, donc j'ai résumé très rapidement les questions qu'on se pose. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, les thèmes que j'aimerais bien qu'on aborde ensemble avec les différents interlocuteurs, c'est la question de la stratégie urbaine qui permet de motiver, d'orienter une action sur les toitures. Comment est-ce qu'on porte ça? Comment est-ce qu'on aide les habitants, par exemple, à prendre conscience et à réaliser des projets sur leur toit? Voilà, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes financières. Est-ce qu'il y a des supports d'aide, par exemple, qui ont été mis en place? Ensuite, comment on peut imaginer davantage d'usage et d'usage méditerranéen? On sait qu'en Méditerranée, il fait chaud l'été, très chaud, là, on le sait aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un rythme, des choses qui se passent la nuit, le jour, tout simplement des usages de séchage, de linge, etc. Est-ce qu'il y a des bonnes expériences qui ont été menées pour qu'on retrouve tout simplement des pratiques méditerranéennes là-haut? Puis ensuite, une question sur la végétalisation. Est-ce que c'est bien approprié ici? Et quelles formes sont bien appropriées en Méditerranée? C'est un enjeu, on le sait. Par contre, on sait que ce sont souvent des échecs, la végétalisation. Donc voilà, quelles sont les mesures qu'on doit absolument voir figurer pour que ça fonctionne bien? Puis ensuite, sur la production d'énergie, comment fait-on pour que les toitures ne soient pas que des toitures de photovoltaïque? Parce que ça, c'est contraire à ce que je vous ai dit avant. Ça fait que ces toitures-là, en fait, sont plus évolutives. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elles soient cumulatives de plusieurs usages? Voilà. Donc ça, c'était pour lancer le débat futur. Merci beaucoup. Merci, Charles. Donc, évidemment, je pense qu'on est nombreux à avoir noté les questions. Alors, moi, je voudrais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. Et ce que je trouve extrêmement prégnant dans ta présentation, Charles, c'est justement cette notion d'identité. Quand tu parles du toit de la Cité radieuse, enfin des toits de la Cité radieuse, en fait, c'est vrai qu'on l'a oublié et pourtant, quel espace ça pourrait être. Alors, c'est assez rigolo parce que dans l'image que tu présentes du toit de la Cité radieuse, c'est vrai qu'on voit l'école dans le fond, mais sinon, c'est bétonné, c'est plat, il n'y a rien, il n'y a même pas un siège. Donc, on peut effectivement se poser la question du meilleur usage ou d'un usage un peu arrangé, si j'ose dire, en tout cas approprié de cette toiture. Donc, cette identité, je crois que c'est un sujet qui est extrêmement porteur par nos amis de la Cámara municipale de Faro. Pour en avoir discuté avec Sophie et Bruno, je pense qu'ils ont pas mal de réponses à apporter à ce sujet. Voilà, donc si vous voulez, alors peut-être Charles, tu peux départager ton écran,
s'il te plaît. Là, normalement, c'est fini. Toc. Je pense que ça va arriver. Voilà, c'est Voilà. parfait. OK. Et Sophie et Bruno, donc, c'est à vous. Donc, Sophie et Bruno sont tous les deux conseillers municipaux, hein. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans la relation officielle entre l'espace et la municipalité. Et on va voir ce qu'ils font justement de cette charge élective. C'est à vous. Mais n'oubliez pas de mettre le son. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie de cette invitation. On est très heureux d'être ici avec vous et de partager quelques des petits apports qu'on a eus et des grandes pensées sur ces thèmes des terrasses. On est à Faro, on fait partie de la municipalité, de la mairie de Faro. Je suis conseillère d'urbanisme et Bruno, il est chef de la culture. Alors, je crois que c'est deux grands thèmes qui doivent être toujours connectés. Je crois que les terrasses le font très bien. Je vais commencer par parler un petit peu sur la localisation de Faro, de cette petite ville de l'Algarve au sud du Portugal. On est une ville un petit peu différente du reste des villes du reste de l'Algarve parce qu'on est la capitale et de l'autre côté, on est, je crois, peut-être que je peux le dire comme ça, mais la ville la moins touristique. Alors, parce qu'on a l'aéroport, on a l'université, on est une capitale et on a tous les services, les commerces, tout ce qui est fait regard à les entités qui sont du gouvernement et alors on a cet aspect plus cosmopolitain. Après, j'aimerais bien vous faire regarder dans le plan la localisation de Faro. On n'est pas une ville méditerranéenne, mais c'est presque ça parce qu'on est au début de la mer Méditerranée et on a beaucoup l'aspect et un petit peu la vie des villes méditerranéennes comme on a en Espagne, en France et d'autres pays, parce que on a la mer, on a les îles, on a cette lagune, c'est un parc naturel. Et puis après, on a la petite ville avec 67 000 personnes à peu près. Et on a cette vue sur l'eau, sur la mer. Et on a cette perspective sur la mer, mais qui, à Faro, et je crois qu'il y a beaucoup de villes comme ça, et je crois qu'en France, c'est la même chose, beaucoup de villes qui ont agrandi, qui se sont construites un petit peu en dos sur la mer. Alors, la mer, elle n'était pas la grande vue, c'était pas l'intérêt principal. Et Faro, on la regarde comme ça, mais je crois qu'aux années 90 du siècle 20, la mer, la vue sur la mer, les toits, c'était pas grande chose et on pensait pas à ça. Et je crois que c'est un intérêt différent et on commence à se relationner avec cette lagune et cette lagune avec les îles, avec la mer. Et on le fait, je crois, d'une première fois sur les toits avec cette nouvelle vue, cette nouvelle perspective sur la ville, autant que la ville, mais aussi sur la mer. Tu peux passer. Alors, nous voulons nous connecter avec le paysage, avoir une vie plus douce et générer une relation respectueuse avec les touristes. C'est ça que je vous disais.
les villes méditerranéennes ont cette, et en particulier, je vais parler du cas de Faro et de l'Algarve, on a toujours eu des toits, des terrasses, parce que l'architecture de l'Algarve a été toujours une architecture qui a eu toujours des toits, principalement dans les villes du Sud. Pourquoi? Parce que c'était où les personnes, parce que c'était des villes de pêcheurs, c'était des villes qui avaient cette connexion avec la mer en tant que travail. Et on avait cette terrasse pour faire sécher, par exemple, les figues, les amandes, tout le poisson. On faisait aussi le sèchement des linges aussi. Mais on avait aussi cette perspective de regarder la mer, non en tant qu'une perspective jolie, de relax, mais en tant que sécurité. Pourquoi? Parce qu'on avait sur ces canals, on avait la rentrée des grands bateaux des pirates. Alors, on avait toujours quelques bâtiments un petit peu plus hauts où on devait regarder la mer, où on devait regarder dans une perspective de sécurité parce qu'il y avait des pirates et il fallait aller alerter le reste de la ville qui était sur des murailles. Normalement, on les a encore et sur le festival, on les fait revisiter pour reprendre cette histoire et c'est très, très intéressant. Les personnes, elles ne savaient pas. Et alors là, on a une liaison avec l'identité, avec la culture et aussi avec les toits. C'est ça. Alors, tu peux passer. Ça, c'est un exemple de la muraille et de notre lagune. Là, au fond, on a les îles. Et cette relation, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle vue. Parce que la cité, comme je vous ai dit, dans les années 70, 80 et 90, elle a été construite sur le dos. Au contraire, elle ne se relationnait pas avec les bâtiments, les nouvelles constructions. Elle ne se relationnait pas avec cette vue, avec cette mer. Les personnes, elles aimeraient bien de le faire, elles nous demandaient toujours, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler cette nouvelle perspective. Je peux vous dire aussi qu'on travaille beaucoup les toits dans cette perspective d'identité, parce que, comme je vous parlais avant, on a cet aspect touristique aussi, et l'Algarve, elle a une très forte relation avec le tourisme, parce qu'on a, par exemple, en Algarve, on a 400 000 personnes qui vivent en Algarve tous les jours, mais on a 4 millions de touristes par an dans les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et beaucoup de fois en octobre. Et on a cette relation, cette mix qui a fait, dans ces temps, dans ces années, on a perdu un petit peu cette identité on ne reconnaît pas cette identité de l'Algarve. Qu'est-ce que c'est un Algarvien? Qu'est-ce que c'est une personne de Faro? Qu'est-ce que c'est une personne de l'Algarve? Et on a perdu cette identité et c'est une forme de reprendre et de reconnaître l'identité de ces personnes qui sont en Algarve. Et on peut le faire à travers des toits, à travers de cette connexion avec le paysage et avec la mer et tout ce qu'on peut. Je vous parlais de l'identité, mais je vous parlais, tu peux reprendre le slide. Une chose qu'on veut travailler, c'est l'identité, c'est très important pour nous parce qu'on a fait le bidding pour Capitale européenne de la culture et c'était un point très fort pour nous. On ne l'a pas gagné, mais on l'a fait et ça a été un très beau parcours qu'on a fait, un très intéressant et très important pour nous parce qu'on a travaillé cet aspect de l'identité à travers la culture, l'architecture et les toits. On aimerait bien de travailler aussi un aspect très important et que les personnes de Faro et de l'Algarve, mais principalement les personnes de Faro, s'aperçoivent pas
c'est de cette lagune qui a qui a un aspect très important pour nous parce que c'est notre forêt. C'est un aspect qu'on veut mettre sur le pointer, le redire à tout le monde, ça c'est notre lagune, mais ça c'est notre forêt. Elle fait parce qu'on a en dessous de l'eau, on a, et l'Université de l'Algarve a étudié beaucoup ça, étudie tous les jours cet aspect. La fonction de cette lagune c'est la même fonction d'une forêt pour nous. Et alors, il faut la regarder, il faut la protéger, il faut que les personnes sachent que cet aspect, c'est un aspect aussi très important pour l'aspect du pacte de Paris, du Green Deal, de tous ces grands thèmes qu'on parle en Europe et qu'on est tous engagés pour arriver au MET qu'on a pour 2030-2050. Alors, on peut passer, on a notre festival. Pourquoi notre festival? On a commencé à parler sur les toits et commençant à parler sur les toits ici à Faro, on a commencé à faire aussi on a commencé à regarder sur l'Europe quelles sont les villes qui étaient en train de travailler cet aspect des toits, des terrasses. On a vu qu'il y avait quelques villes qui travaillaient déjà sur ce thème. On les a invités à venir à Faro et on a commencé à parler sur les toits. On est aujourd'hui, après cette ce premier meeting ici à Faro, on a commencé à parler sur comment on dit, on s'est engagé pour faire le bidding à un programme européen que c'est le Europa Créatif. On a réussi ce programme avec 4 millions d'euros pour 9 villes. On est les leaders de ce groupe. On est Faro, on est Antwerp en Belgique, on est Belfast avec l'Irlande, on a Rotterdam, on a Amsterdam, on a aussi en Méditerranée Nicosia avec le Chypre, on a Barcelona et on a Chemnitz en Allemagne avec nous et on a Gothenburg en Suède. Alors, on est 9 villes de 9 pays. Alors, il y a un pays qui a 2 villes, c'est les Pays-Bas. Mais on est 9 partenaires dans ce programme et on a commencé à travailler sur les toits, mais pas dans un aspect seulement de fêtes ou d'événements. Mais on a commencé à travailler parce que chaque de ces partenaires, chaque de ces villes ont commencé à travailler sur les terrasses et les toits d'une perspective différente. Et tout le monde a appris quelque chose sur ça. Alors, nous aussi, on a fait en 2019 un grand festival avec 30 toits. Ça a été une réussite ici à Faro parce que c'est la première fois que quelques personnes, les personnes de Faro, ont monté en haut, ont regardé la ville d'une perspective complètement différente et on a commencé à travailler cet aspect de l'identité et aussi des aspects de l'environnement et de la lagune et tous ces aspects. On va regarder une petite vidéo seulement pour... Ça, c'est notre festival, on l'appelle Azotea. C'est le nom que donne, c'est un nom très portugais et très algarvien qui veulent dire terrasse. Ce sont quelques images de notre festival. On ne l'a pas remis pendant la pandémie. Cette année, on va faire qu'un jour. Et l'année prochaine, on espère de refaire avec notre 30 ou plus toits. Parce que les personnes, elles ont très, très aimé. Ça a été très, très bien. On a eu des toits avec du théâtre. On a remis le théâtre avec le sèchement des linges, c'est ça, là.
on a eu de la musique, on a eu notre partenaire de Rotterdam qu'on a vu là, Léon. On a eu beaucoup de musique, beaucoup d'aspects culturels, mais on a eu de la fête aussi. Et ça s'est passé très, très bien. Et je crois que c'est une très bonne forme de pointer. On a eu aussi cette terrasse, c'est la terrasse du marché municipal. On a fait notre potager. Ça se passait très bien parce qu'on a fait une connexion avec une association une association qui travaille avec des jeunes gens avec de la parésie cérébrale handicapés. et qui font de la formation sur la restauration. Ils apprennent à servir au restaurant, ils apprennent à faire à cuisiner et tout et tout. Et là, c'est eux qui travaillent sur ce potager. Ils font la manutention du potager, ils plantent, ils vont chercher les légumes et les font après sur la classe. Et là, on a notre marché. On n'avait rien. Ce sont des petits projets qu'on fait. Et bon, il y a tellement de choses à faire encore. Et je crois que les villes méditerranéennes, elles sont parfaites parce que c'était comme Charles le disait, on a le soleil, on a la fin de la journée avec on a tellement de choses qu'on peut faire, mais aussi, je me rappelais de la question que Charles a mis, et je l'ai mis une fois dans le Knowledge Day que Rotterdam fait normalement tous les années sur le festival de Rotterdam. Je demandais à quelqu'un qui fait une présentation sur la question de l'eau sur les toits. Et je lui demandais, bon, dans les villes méditerranéennes, on n'arrive pas à faire ça parce que ça ne pleut pas. Et il me disait, oui, on arrive parce que j'ai déjà fait en Maroc, j'ai déjà fait dans quelques villes d'Afrique, parce qu'il y a aussi de l'humidité. Il y a de l'humidité par la nuit et on peut faire quelque chose avec l'humidité de la nuit. Et ça a été très intéressant de parler avec lui sur cet aspect. Je n'avais jamais pensé à ça parce qu'ici à Faro, on a beaucoup d'humidité dans l'été par la nuit. Et c'est une forme aussi de pouvoir travailler cet aspect de l'eau pendant l'été. Parce que pendant l'hiver, bon, on a de la pluie, mais en été, on peut faire quelque chose avec cette humidité de la nuit. Ça, c'est une photo encore d'un festival qu'on a eu aussi. Et bon, je crois que où voulons-nous aller? Je crois que le principal aspect qu'on veut travailler, c'est ça. On veut, et on est en train de créer alors, on a 7 programmes européens avec ces 9 villes. Ici à Faro, on est en train de créer aussi un groupe aussi de pansement sur les toits avec les personnes de Faro qui veulent, alors architectes, associations, personnes qui veulent travailler un petit peu et penser sur les toits. On est en train de le faire ici à Faro aussi avec des meetings de réflexion sur les toits. Cette groupe va nous aider à penser sur le festival, mais va nous aider aussi à penser sur les règlements qu'on doit faire. Ici et dans la mairie à penser un petit peu et à faire ces règlements parce que c'est tout très joli, mais il y a aussi des aspects un petit peu difficiles et tous les partenaires des 9 villes ont cet aspect de la sécurité, des incendies. On a des structures parce que beaucoup de fois, là, c'est un toit qui est très ancien, c'est sur le casque ancien de la ville. Et ces toits, on a eu très peur là, dans cette fête-là, par exemple, parce que c'est un immeuble qui est très ancien, il n'est pas conservé.
Et on a voulu faire, parce que c'est près de la mer et c'est très joli, mais il y avait cet aspect de la structure qu'on savait très bien, on ne savait pas qu'est-ce qu'on avait là, on ne savait pas si le poids de ces personnes, si c'était un problème. Bon, on a travaillé toit par toit sur le festival. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des listes. Chaque toit avait une liste sur ce qu'on trouvait que c'était les aspects de sécurité, qu'est-ce que les toits devraient avoir, quel est le maximum de personnes que chaque toit devait avoir, et beaucoup d'aspects on a fait ces visites à chaque toit avec la police, avec les pompiers, avec tous les techniciens qui travaillaient sur ces aspects de l'incendie et de la sécurité, avec des ingénieurs civils. Et on a essayé de faire cette première approchage à cet aspect, mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Il faut travailler tous ces aspects pour arriver à travailler, parce qu'on a les bâtiments neufs où on peut commencer à travailler, mais on a aussi les bâtiments anciens. Bon, j'aimerais seulement pour parler un petit peu sur ce mouvement de New Bauhaus. Vous avez parlé sur Le Corbusier aussi. Je crois que le Bauhaus, ce mouvement Bauhaus qu'on a eu au début du siècle XX et ici à Faro, elle est venue près des années 50. En France et en Amérique, on a eu au début du siècle, mais je crois que Le Corbusier principalement, et vous avez des bâtiments de Le Corbusier très importants à Marseille, mais il travaillait dans ces années-là, les architectes avaient cette préoccupation de faire des projets, et Le Corbusier l'a dit, les pilotis, on devait soulever les immeubles pour pas toucher sur le plan des personnes, le plan public. Mais surtout, il travaillait les toits. Les toits, c'était des toits différents, on le sait, c'était plus de béton, mais il travaillait les toits. Il travaillait l'immeuble comme un unique projet. Je crois que ça s'est perdu dans les années 70, 80, 90. Les architectes ont perdu et se sont oubliés de travailler la question des toits, mais je crois qu'il y a beaucoup de mètres carrés dans les villes qui sont sans rien et qui doivent être travaillés parce qu'il n'y a pas de place aujourd'hui. Charles l'a dit déjà, il n'y a pas de place et c'est des places, des mètres carrés qu'on doit travailler, qu'on doit mettre au service public pour les personnes. Et ce mouvement que l'Europe a commencé à travailler, j'ai été à Bruxelles la semaine dernière. On a travaillé sur un festival, c'était le New Bauhaus. Et je crois qu'il y a un mouvement très important qu'on doit penser à ça. Que c'est la beauté des cités, des villes, mais aussi travailler la question de la participation publique. Je crois que les toits peuvent faire cet approchement aussi à la participation de tout le monde pour toutes les questions des villes. Et je crois que les toits sont aussi un layer très important pour travailler cet aspect. Merci, excusez-moi la délange, mais il y a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant. Merci à tous. Et je passe. Merci beaucoup, Sophie. D'abord et avant toute chose, merci aussi de vous être exprimée en français, une langue que vous maîtrisez vraiment à la perfection. Excusez-moi le français. Ah non, aucune excuse. Si nous parlions tous aussi bien portugais que vous parlez français, franchement, on pourrait faire partie des 4 millions de touristes que vous avez cités. Alors justement, je voulais revenir là-dessus, sur ce sujet-là, parce qu'il est vraiment très, très important. On se rend bien compte, et vous l'avez dit, que finalement, on a deux sujets. Un premier sujet qui est les constructions récentes, où là, les architectes reprennent conscience finalement que le toit, c'est un espace qui mérite d'être valorisé. Et puis les constructions anciennes. Et parmi les questions que nous avons, justement, il y a une personne qui dit oui, c'est d'accord, plus facile dans le cadre du renouvellement urbain, mais plus compliqué à partir du moment où on est sur un tissu patrimonial. Donc, une des options, une des pistes que vous nous soumettez, justement, c'est celle de la réglementation, j'imagine. La réglementation, et vous êtes très, très bien placés pour en parler tous les deux.
la réglementation, elle permet justement de faire en sorte de revaloriser ce patrimoine ancien, de réouvrir un certain nombre d'espaces, parmi lesquels donc ces toitures terrasses, mais pour autant que la sécurité soit assurée. Donc ça permet effectivement de donner des nouveaux espaces, hein, avec les points de vue dont on a parlé, avec toute cette question de l'identité patrimoniale des endroits où les gens s'arrêtent, mais aussi gérer la sécurité. Et cette sécurité, elle est diverse, c'est-à-dire que ça peut être la sécurité incendie, la sécurité du poids, du nombre de personnes qui viennent et qui s'installent sur le toit, effectivement, mais aussi la sécurité, pour lutter contre l'insécurité et l'incivilité. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a certaines villes qui sont quand même plus soumises que d'autres à cette insécurité. Et ben, je vois que Charles, justement, lève la main, donc il pourra peut-être nous répondre. Est-ce que ce sujet de l'insécurité, c'est un sujet, ou de la sécurité plutôt, c'est un sujet qui est posé ou qui est abordé parfois, Charles? Alors très clairement, ouais, le sujet de la sécurité, c'est, on va dire, une des contraintes majeures sur les toitures. Voilà, ça très clairement. Moi, je levais la main plutôt pour poser une question. Je suis désolé. Pour poser une question pour voir si, parce que Rotterdam, moi j'y étais il y a 2 semaines, c'est extraordinaire. C'est un événement qui a lieu depuis 7 ans ou 9 ans, je sais plus, 7 ans, je crois, et qui a permis de déverrouiller dans la tête des Hollandais, des Rotterdamois, le fait que les toits étaient l'avenir, une partie de l'avenir de la ville, et même la municipalité a créé un master plan des toitures en affectant des fonctions. Il y a 6 fonctions différentes sur toutes les toitures terrasses. Il faut savoir que la ville, elle a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a plein de toitures terrasses. Voilà. Et donc, il y a une vraie potentialité non patrimoniale, voilà, qui ne se confronte pas du tout aux notions de patrimoine, mais une vraie potentialité de faire évoluer. Et je voulais savoir si à Faro, cette réflexion était en train de prendre. Est-ce qu'il y a éventuellement un plan de développement, comme vous le disiez, du layer haut qui est imaginé? On a commencé à parler sur ça avec le groupe qu'on a créé, qu'on a commencé à faire ces conversations avec ce groupe informel ici à Faro. On a commencé à parler sur ça. Et on a commencé la première phase de cette conversation avec tous ces partenaires ici à Faro. On va commencer à faire une liste avec tous les toits qu'on pense. On va découvrir quels sont les toits qui sont importants à Faro, quels sont les toits publics qu'on a, quels sont les toits particuliers qu'on a, d'immeubles d'habitation. Et on va commencer à travailler et on va commencer à nous apercevoir qu'est-ce qu'on doit travailler. Alors, parce que il y a des toits publics qu'on peut travailler et qu'on peut commencer vous savez, comme ils ont fait à Rotterdam, mais vous avez aussi là ces escaliers qui vont dès la rue qui montent au toit, et on peut faire des relations avec ici le plan où on est, hein, en bas, et avec le plan des toits. Et on va commencer à trouver quels sont les toits qu'on peut travailler et qu'on peut lier, soit dès la rue, soit entre eux. Et on va commencer à regarder et à penser aussi sur les toits des personnes et des immeubles d'habitation. Parce que là, les immeubles d'habitation, c'est un petit peu plus difficile. Il faut travailler avec, je ne sais pas comment vous appelez en France, mais ça, c'est ces entreprises qui gèrent les immeubles qui représentent toutes les personnes qui vivent dans… Le syndic, c'est le syndic. C'est ça. Alors, il faut travailler avec eux, avec les associations, et il faut commencer à faire un travail ici différent des toits publics. Alors, c'est ça qu'on va commencer à faire. On va commencer à lister tous les immeubles, tous les toits qu'on a, et on va commencer à travailler sur ça. On est aussi en train de travailler, j'ai demandé aussi qu'est-ce qu'ils pensaient sur la réglementation, qu'on a à Faro, la réglementation municipale, parce qu'on a la réglementation sur l'urbanisme du Portugal, mais après, chaque mairie a sa réglementation sur l'urbanisme.
Et on va commencer à la changer ici à la mairie. Et c'est une opportunité qu'on a pour changer quelque chose et pour faire des articles sur les toits. Et je l'ai demandé de penser un petit peu à ça. Alors, on a la liste et on a aussi la réglementation et on aura le festival où on peut travailler un petit peu aussi certains aspects. C'est vraiment très, très important. Moi, ce que j'observe aussi dans ce que vous avez dit, Sophie, c'est que dans le cadre du concours européen, en fait, il y a 9 partenaires, mais il n'y en a que 3 qui sont de Méditerranée. C'est quand même un signal aussi, c'est ce que disait Charles, c'est-à-dire que autant c'est une culture qui est extrêmement bien établie, alors récemment, hein, certes, mais quand même qui a très très bien pris dans les pays du Nord, y compris la Suède, hein, puisque Göteborg est dans le panel. Et en revanche, pour le Sud, on a Chypre, on a Chypriote, on a Barcelone et on a Faro. Donc, par parenthèse, il n'y a ni italien ni français. Bon, ça c'est un autre sujet. OK, juste pour finir, I would like, Bruno, will you have something to add? No, I just wanted to, I'm sorry, my French is really bad, so I will not try. But if you give me 30 seconds, I will just share with you one of the projects that is coming out of the European project, which is the Rooftop Media. It's a project, you can see here the link. And this is the beginning of the mapping of the rooftops of the different cities that are part of this project. On this Rooftop Media, we can find different rooftops in the different 9 cities that are part of the consortium. But this is just the start of the Rooftop Media, because we want to transform this into an open source platform where everyone in Europe or in the world can put rooftops here that have different uses in different functions, energy, cultural, water supply, and different functions. So I just wanted to show this because this is one of the outputs that is coming out of this project. Okay. And we want to. Ah, oui, je peux parler en français. On a 4 années de travail avec ce projet européen, avec ces 9 villes, mais le prochain rendez-vous qu'on aura, ce sera en novembre à Belfast. On va commencer à parler sur the day after. Quand on aura quand ça sera terminé, les 4 années du programme européen, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va ouvrir toute cette connaissance qu'on a eue sur les terrasses, qu'est-ce qui va arriver et comment on va le prolonger avec d'autres cités, d'autres villes qui peuvent se joindre à nous et faire quelque chose de plus grand. C'est vraiment très intéressant parce que, vous savez, nous, à la Vitem, on travaille beaucoup justement sur toute la problématique du tourisme, le tourisme durable et le tourisme un peu, qui renouvelle un petit peu les codes du tourisme, justement. Et ce que vous proposez là, c'est vraiment un sujet qui pourrait nous intéresser. Donc, je pense qu'on va rester en contact. Alors, bon, ce sera en dehors de cette action-là d'aujourd'hui, mais on va rester en contact. On reviendra vers vous pour voir comment travailler peut-être avec vous sur ce sujet-là et avec Euroméditerranée, évidemment. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est passionnant, vraiment passionnant. On a tenu les délais, il n'est même pas 10h30. Donc, voilà. Merci aussi pour l'idée sur la réglementation. Donc, je garde en tête quand même, et on va peut-être y revenir, le sujet sur l'insécurité. Je voudrais qu'on passe la parole maintenant à M. Verdeil de l'Institut national de l'énergie solaire. Donc, merci Olivier de nous avoir rejoints et d'accepter de vous prêter au jeu. Écoutez, allez-y, c'est à vous. Bien le bonjour. Je vous laisse activer. Vous êtes à Grenoble, Olivier, c'est ça? Pardon? Vous êtes à Grenoble? Alors, je suis à Chambéry, exactement. Chambéry, pardon. Oui. En Savoie, pas très loin de Grenoble. Je ne sais pas qui active mon support. Ah, vous ne le faites pas vous-même? Ah, je peux le partager si vous… Oui, si tu peux le faire, Inès, s'il te plaît. Tout de suite. Je le fais, mais…
Vous l'aviez envoyé ce matin par mail à Pierre, mais est-ce que vous Oui, m'avez tu l'as reçu ou pas? Alors, non, mais sinon, alors, où c'est qu'on partage? Sinon, je vais le faire, hein. Vous allez en bas dans partager l'écran. Voilà, d'accord, on va y arriver. Je viens de Nicosie, je représente. Ah bah tiens, on a une personne de Nicosie. Bah, je vais lire ça tout à l'heure. Voilà. Allez, allons-y. Est-ce que vous voyez bien? Moi, Oui, c'est parfait. c'est bon? Optimisation de l'utilisation des toitures en Méditerranée avec un focus porté sur les usages des toits dans la région. Voilà, donc rapidement, je vais vous parler de la structure pour laquelle je travaille rapidement et parler un petit peu de l'état des lieux, on va dire, de l'énergie photovoltaïque, particulièrement sur les sujets de toiture dont on parle aujourd'hui. Donc, l'INES, hein, c'est un joli prénom de fille, bien entendu, mais c'est aussi l'Institut national de l'énergie solaire, pôle de recherche et d'innovation, centre de formation et d'expertise, dont moi je fais partie, et aussi un pôle de rayonnement et de communication. On est là pour soutenir la filière solaire à se développer durablement, convenablement, en faisant attention justement au mélange d'usages qu'il peut y avoir. Donc là, je vous montre une petite photo de notre site. Je suis actuellement dans le bâtiment qui est tout à droite de la photo. C'est le bâtiment qui est un emblème d'architecture aussi intéressant, hein, qui est bioclimatisé. Il fait très chaud à Chambéry aujourd'hui. On est plutôt agréable dans ce bâtiment. Il y a une toiture en V qui est solarisée en particulier, mais qui permet de faire un effet Venturi et de faire entrer l'air frais de la nuit dans le bâtiment. La journée, on a très chaud, mais comme on est en zone de montagne tout autour, Chambéry est bas en altitude, on est à 250 mètres, mais il peut y faire chaud, mais frais la nuit. Donc, on essaye d'utiliser aussi sur les toitures cet effet-là. Et sur le bâtiment de gauche, vous voyez, il y a toute une installation solaire qui est dédiée là pour la recherche. Olivier, je me permets juste de vous interrompre pour faire un petit peu de pub pour nos webinaires, parce qu'en fait, le prochain webinaire que nous tiendrons avec nos partenaires d'Euroméditerranée traitera justement du comment on peut se servir du vent pour construire la ville, pour concevoir la ville et pour la rafraîchir. Tout à fait. Alors, moi, comme mon domaine de spécialisation, ce n'est pas l'architecture, mais c'est plutôt la partie technique photovoltaïque qui fait partie après du bâtiment. Juste vous resituer le contexte énergétique. Hein, pourquoi parler d'énergie sur les toits et autre part d'ailleurs, quand on voit le contexte politique actuel, hein, et énergétique actuel. C'est des petits rappels, hein, de parler de la parité réseau. Alors, en Europe, en Méditerranée, pour l'instant, je n'ai pas mis une carte de l'ensemble de la Méditerranée, hein, on en voit une bonne partie quand même. On est dans un contexte où les énergies ont des coûts qui augmentent, hein, ça, ce n'est pas un scoop de vous annoncer ça. En même temps, on est à la croisée des temps où on produit des technologies de plus en plus efficaces et bon marché. Merci l'Asie d'ailleurs de nous y aider beaucoup. Avec d'autres conséquences malheureusement que ça entraîne. Mais vous voyez que sur le graphe de gauche, on est à la croisée des courbes économiques, hein, entre le coût d'une énergie électrique, pétrole, gaz, charbon et tout ce qu'on veut, avec le coût des énergies renouvelables. Et sur la carte, sur les deux cartes que je vous présente à droite, on voit quels pays sont déjà en avance, hein. Depuis quelle année certains pays ont déjà atteint cette parité réseau, c'est-à-dire à partir de quand l'énergie renouvelable devient plus intéressante économiquement que l'énergie conventionnelle du réseau. Alors ces cartes, elles sont anciennes, elles ne sont pas nouvelles, mais il y en a qui ne l'ont toujours pas bien compris, il faut croire, voir aussi peu de développement d'énergie renouvelable dans nos beaux pays. Donc, on voit l'Espagne, le Portugal, l'Italie qui sont bien entendu très, très bien lotis en termes d'énergie solaire par leur rayonnement naturel. Mais quand on voit que l'Allemagne, qui n'est pourtant pas le pays le plus ensoleillé d'Europe, a atteint elle aussi dès 2012 cette parité réseau, ça sous-entend aussi que derrière, il y a des choix politiques qui sont faits. Il y a aussi un contexte énergétique national qui sont aussi en lien avec le coût de l'énergie. Alors, l'installation solaire en elle-même va devenir de plus en plus intéressante économiquement puisqu'on produit maintenant en masse les produits.
je vous montre 2 exemples. En 2006, le coût du mètre carré photovoltaïque, on était au-delà de 600 €. C'est-à-dire, à l'époque, on pouvait choisir de s'acheter un téléviseur plasma ou d'acheter un mètre carré de panneau solaire. Aujourd'hui, 2022, on a quasiment divisé par 10 les coûts d'installation et de réalisation. On est à 80 € du mètre carré environ. Vous pouvez aller chez Leroy Merlin, vous achetez un mètre carré de carrelage ou l'équivalent de panneau solaire, à vous de choisir. Voilà, le carrelage est très joli, certes, mais ne produit pas d'énergie. Voilà, donc ce graphe, il est intéressant parce qu'il montre que depuis 2016, on a, sur les énergies solaires et éoliennes, atteint des coûts compétitifs qui sont franchement inférieurs que de toutes les autres formes d'énergie. Alors en France, c'est un sujet un peu tabou, parce qu'on a tellement misé sur le nucléaire qu'on n'a pas trop droit de parler de sujets qui seraient moins chers que le nucléaire. Alors, pour prendre des décisions, en Méditerranée, sur les toits ou sous les toits, comme vous voulez, mais on a besoin, bien entendu, d'aide à la décision, et pour ça, il y a des outils qui existent. Il y a un outil qui est développé par l'Europe, dont on a tous contribué avec nos propres impôts, donc vous n'en privez pas d'utiliser ces outils, qui s'appelle PVGIS. C'est le premier que je vous montre en haut à gauche, avec le lien Internet. Si ce soir, vous vous ennuyez et que vous voulez vérifier si sur votre toit, ça vaut le coup de mettre du solaire, il n'y a rien de plus simple. Donc, on va géolocaliser le projet, qu'on soit au Portugal, en Sicile, au Maroc, en Tunisie, n'importe où. On va récupérer les données solaires et à partir de là, on va voir quel est le productible qu'on va obtenir sur ce territoire en prenant en compte de l'orientation de la toiture, l'inclinaison de la toiture et quelques petits paramètres complémentaires. Alors, nous, à l'INES, on a développé notre propre outil qui s'appelle AutoCalSol, dont je vous ai mis aussi le lien, avec une version gratuite et une version un peu payante pour les professionnels à 200 €, je crois, la licence, qui n'est pas faramineux, et qui permet de vérifier avec le gisement solaire. On récupère les données du premier logiciel, et nous, on y a mis notre base de calcul pour y intégrer la part d'autoconsommation. Et puis, troisième outil, et je ne vous en cite que 3, il y a l'exemple des cadastres solaires, dont celui que je vous présente là, celui de Monaco, qui permet effectivement sur des communes, à Faro, à Barcelone, n'importe où, en Corse, d'aller vérifier si on a un potentiel d'équipement solaire. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui est en jaune sur la carte, il va falloir mettre des panneaux solaires. Je sens que tous les architectes ne vont pas être d'accord, j'ai bien compris le message. Mais de le faire de façon raisonnée et compatible avec les activités qu'il pourrait y avoir sur ces surfaces-là. En tout cas, ces outils sont précieux parce qu'ils vont permettre de chiffrer économiquement la rentabilité ou pas d'un projet et la faisabilité. Alors, bien entendu, mettre du solaire sur les toits, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est vrai que s'il y a des incitations économiques, financières, ça peut faciliter, bien entendu, cette prise de décision pour faire de l'autoconsommation, pour faire de la vente de surplus ou de l'injection réseau, avec, bien entendu, là aussi, un besoin d'un soutien des gouvernements. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, celui de Monaco et celui de la France, en termes de subventions possibles. Chaque pays, bien entendu, va ou pas enclencher ce genre d'accompagnement financier. Alors, le solaire, on peut en mettre effectivement sous plusieurs formes. Alors, sur les toits, on peut en mettre sous forme de tuiles, on peut en mettre sous forme de membrane souple, on peut en mettre sous forme de châssis. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins esthétiques, bien entendu, de garde-corps. J'en ai entendu parler tout à l'heure. On doit sécuriser l'accès aux toitures, provoquant carrément l'échange entre le mélange d'idées entre la sécurisation technique humaine et la production d'énergie. Un garde-corps, bien entendu, devrait être photovoltaïque. Ça ne change plus rien, en fait. On sécurise et en même temps, on produit. Ça fait garde-corps, ça fait abri au vent pour bronzer derrière. Donc, ça a plusieurs avantages. On peut faire du bardage, on peut faire de la verrière, on
peut faire du brise-soleil. On parlait de température très très haute en ce moment. Nous, à l'INES, on a bien vite compris l'intérêt des brise-soleil pour refroidir nos bureaux. Et puis après, on peut bien entendu intégrer, on peut mettre du solaire dans le vitrage, bien entendu. Alors, je vous montre quelques exemples de réalisations concrètes en bord de Méditerranée. Alors, j'ai animé une formation récemment, pas pour le prince de Monaco, mais en tout cas pour tous ses citoyens. On m'a demandé justement de parler un petit peu de ces sujets, donc j'en profite pour présenter ces photos. On voit plusieurs illustrations d'utilisation des toitures, alors, qui là sont essentiellement des toitures techniques, ce n'est pas des toitures mixtes, mais là on mise tout sur le photovoltaïque parce que c'est des espaces peu utilisés pour autre chose, sous forme de toitures intégrées, de châssis, de membranes sur ce genre de toiture. Donc là, on est sur du bâtiment en milieu urbain avec la problématique du milieu urbain dense avec les ombrages en particulier. Donc un bel exemple aussi d'une réalisation là, en bâtiment Grimaldi Forum là, à Monaco, qui a été aussi là, un choix fait clairement énergétique. Comment contribuer à faire des économies d'énergie sur les gros bâtiments énergivores par l'implantation de systèmes photovoltaïques. Alors, des exemples, il y en a tout plein, je ne vais en citer que quelques-uns. On va faire un peu un tour de la Méditerranée, mais on va partir en Italie, montrer le bâtiment de Basilique Saint-Pierre, à côté de la basilique, pour montrer aussi que le photovoltaïque, on nous reproche souvent que ça coûte trop cher. L'argument, il est rejeté, c'est faux, c'est plus vrai. On nous dit toujours que c'est pas beau, que c'est laid, ça se discute. On peut intégrer, bien entendu, le photovoltaïque, même dans des milieux, on parlait de tourisme et de sites historiques sensibles. Il est possible de faire des belles choses quand même, et pour ça, on a bien sûr besoin des architectes, et on a aussi besoin que les architectes se forment aux technologies solaires. Nous, à l'INES, on y contribue à notre manière, pour évoluer tout ça en même temps. On ne travaille pas les uns contre les autres, on doit travailler ensemble, bien entendu. Alors, pour que l'installation solaire soit un peu plus discrète, acceptée ou techniquement possible quand il y a des problèmes de surcharge en toiture, il y a 36 000 solutions. Je vous en présente quelques-unes, sans faire d'ailleurs de publicité pour une marque ou pour une autre, sinon on me le reprocherait à l'INES. On n'a rien à vendre, nous. Mais je vous présente quand même quelques produits phares qui sont intéressants techniquement. La solution ultra légère de Eliatech, le fabricant allemand, qui permet d'intégrer en façade de la membrane souple, donc des technologies organiques où on peut modifier les colorations. On a les solutions, bien entendu, de bardage, quand la toiture n'est pas accessible ou ne permet pas une surcharge importante, on peut mettre en façade, bien entendu. Et on a l'exemple aussi, pour venir sur la Méditerranée, là, de Perpignan, avec l'équipement de tuiles photovoltaïques dans un souci un peu d'intégration, pour pas trop que ça se voie en forme de châssis ou autre forme. Alors, ce qui est un petit peu innovant, c'est qu'on entend beaucoup parler en photovoltaïque de BIPV, donc l'intégration du photovoltaïque au bâtiment. Les photos que je vous montre, c'est pas de la science-fiction, c'est du réel, ça existe vraiment. Une entreprise suisse qui s'appelle SolaSex, là, qui est spécialisée dans la coloration des panneaux photovoltaïques, permet de créer aujourd'hui du panneau blanc qui s'intègre alors parfaitement dans tout le pourtour de la Méditerranée. La Grèce avait bien choisi la couleur blanche pour équiper toutes ses façades de maisons, pour une bonne raison climatique, bien entendu. C'est sûr que de mettre du panneau blanc esthétiquement et en termes de réchauffement climatique, c'est une très bonne idée. Par contre, l'inconvénient, si on rajoute une paire de lunettes sur un panneau solaire avec paire de lunettes colorées, je m'entends, on va bien entendu réduire la performance de production photovoltaïque. Mais c'est les compromis à faire entre ne pas faire de photovoltaïque parce qu'on ne l'accepterait pas bien dans un quartier ou choisir de colorer un peu les panneaux, comme le bâtiment du milieu, là, où on a des tuiles photovoltaïques, où la couleur des tuiles qui va se faire de façon plutôt discrète. Alors, pour faire un peu le tour de la Méditerranée, je vous ai mis des fabricants aussi italiens qui ont conçu, et moi j'ai
j'ai fait venir ce genre de produit à la INES pour en parler en formation, la tuile photovoltaïque romaine, qui intègre des cellules photovoltaïques dans les matériaux. Et en fait, la tuile que vous voyez en haut à droite, là, elle est elle-même recouverte d'une texture brique. Donc, les anti-photovoltaïques qui détestent la couleur bleue peuvent être rassurés. On peut faire de la tuile traditionnelle typique de la Méditerranée. Moi, je viens de la Drôme, on a ce genre de toiture aussi dans mon beau petit village. Et c'est vrai que ça peut être des solutions pour faciliter le photovoltaïque sur les toitures. Alors, avec toujours la même contrainte. Plus on cache la technologie, plus les performances seront moindres, bien entendu. Alors, continuons notre petit tour d'horizon méditerranéen. Là, je vous montre un peu des photos que j'ai pu faire lors de missions là, au Maghreb, en particulier Maroc, Algérie et Tunisie, où on va regarder un petit peu comment vont être mises en œuvre là-bas les toitures photovoltaïques. Et on verra après avec le souci aussi de compatibilité avec les activités qu'il y a sur les toits. On a beaucoup parlé déjà ce matin. Donc là, les premières photos que je vous montre, on voit déjà la concurrence qu'il pourrait y avoir entre deux formes d'énergie. On parle du solaire, mais distinguons bien le solaire thermique pour produire l'eau chaude du solaire photovoltaïque pour produire l'électricité. Les deux sont d'ailleurs très complémentaires et intéressantes. Mais on s'aperçoit que parfois, sur des surfaces de toiture un peu limitées, on peut être un peu en concurrence d'espace. Et la toiture thermique ou photovoltaïque pourrait faire de l'ombre sur la voisine. On a après, bien entendu, des soucis de conception et de mise en œuvre. La photo en bas à gauche montre que l'installateur a dû faire preuve de talent de créativité structurelle pour pouvoir rehausser la structure photovoltaïque parce qu'à cause de l'acrotère et du muret, on aurait eu un gros problème d'ombrage. Alors, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Est-ce que l'installation va résister aux intempéries, au vent? Parce que plus on surélève, plus ça va s'arracher. Voilà un petit peu les challenges techniques qu'il y a à résoudre sur ces territoires. La photo du milieu, là, c'est un choix de conception qui a été fait de mettre les panneaux à plat. Toujours le souci avec les acrotères, de voir comment ne pas créer de l'ombrage. Et puis après, des excès, je dirais, de la mauvaise conception, où on va un peu être excessif. On va déborder sur les surfaces disponibles. Et vous voyez que la photo de droite en bas, c'est malheureusement des mauvais exemples. On voit que la structure, déjà, ce n'est pas très beau. Et de deux, ça fait des prises au vent importantes. Et de trois, techniquement, ça va nous créer des problèmes techniques sur les modules. Alors, on est sur des toitures. On a abordé énormément de sujets ce matin. Je me suis régalé d'ailleurs d'apprendre tout ce qu'on pouvait faire sur les toits. J'en connaissais quelques activités déjà. J'avais entendu parler que père est apiculteur, qu'on peut bien sûr mettre des ruchers sur les toits, on peut faire plein de choses. Mais effectivement, sur les toits, on a ce souci de bien gérer l'espace. En photo de droite, on se retrouve de nouveau avec deux installations solaires. Et vous voyez que devant les installations solaires, il y a des barres en fer qui dépassent parce qu'au Maghreb, de génération en génération, on va agrandir la maison au fur et à mesure que la famille s'agrandit. Donc, la toiture que vous voyez en haut à gauche, elle est provisoire. Dans 5 ans, 10 ans, ça ne sera plus cette toiture-là, elle sera 3 mètres au-dessus. Donc, on laisse les barres en fer pour pouvoir faire un développement de la toiture au fur et à mesure d'un étage supplémentaire. Donc, ça, c'est des contraintes à prendre bien entendu en compte. Sur ces toitures, on a de l'activité humaine. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur des missions d'audit à rencontrer la population et les villageois et à discuter, entre autres, qui vient sur ces toits. Et je me suis aperçu que le petit garçon très mignon, la photo du milieu, c'était mon décolleur d'étiquettes professionnelles. Donc, moi qui faisais des audits techniques, j'ai posé la question au client, mais où est la documentation? Je ne vois plus l'information du panneau solaire. Et puis, le petit enfant est venu me voir, c'est moi, je les ai enlevés. Et je dis, tu n'es pas gentil, comment je vais travailler?
Alors, on a un peu sympathisé, et puis finalement, on s'aperçoit que mettre une installation technique, ça peut être bien si le client est d'accord et au courant, mais il ne faut pas négliger le fait que l'utilisateur doit être bien informé des conséquences que ça peut avoir de perturber le fonctionnement ou de modifier l'installation. Donc, sur les toits, on a beaucoup de choses, hein. On a du câble électrique, on a des pylônes, on a souvent les points de raccordement électrique des maisons, on a les paraboles satellites, bien entendu, qu'il faut prendre en compte, les groupes de climatisation. On parlait de sécher le linge, les céréales, le poisson. Bien entendu, au Maghreb, on n'échappe pas à la règle. Et puis, petite innovation, on n'a pas encore parlé ce matin, que moi j'ai découvert au Maghreb, les toitures, c'est aussi des lieux de stockage de matériel. Pas toujours utile, un peu dépotoir, on dépose des matelas, on va déposer des caisses, on va déposer tout ce qu'on ne voudrait pas voir à l'intérieur, en débarda un peu ou en forme de cave pour ceux qui n'ont pas de cave. Et du coup, ça peut être des conflits d'usage aussi avec les installations solaires, parce qu'on est censé ne pas agresser la surface arrière des modules, ce qui a potentiellement des risques d'électrocution si on perfore ces membranes. Donc là, il y a bien entendu à faire bien attention comment on va concilier les usages entre faire la place pour de la production d'énergie, tout en respectant, on va dire, l'activité qui était déjà initialement en place entre le linge, entre le séchage, entre les activités diverses et variées, hein, les chaises longues, le hamac et tout ce qu'il y avait sur cette voiture avant de mettre des énergies photovoltaïques ou solaires. Bruno, pardonnez-moi de vous interrompre, mais on va être obligé d'accélérer un petit peu. J'accélère, hein, j'arrive à la fin. Ouais, ok. Donc, juste petit retour d'expérience et constat final, hein, sur les installations sur toiture, on a des problématiques qui sont celles du nettoyage, bien entendu, et celles des masques, hein, donc les problèmes d'ombrage à prendre en compte. Et c'est ce qu'on fait pendant les audits, hein, de vérifier tout ça. Alors, je vais en terminer donc par cette diapositive pour essayer de résumer un petit peu, hein. L'énergie solaire photovoltaïque est une ressource gratuite et un énorme potentiel, donc ne nous en privons pas, ça serait tellement dommage. Grande souplesse de production, grande fiabilité. Les panneaux, oui, se recyclent à plus de 95%. Les panneaux coûtent moins cher qu'un smartphone, donc nous ne nous en privons pas. C'est un moyen décentralisé de production et permettant d'être totalement ou partiellement autonome. Aujourd'hui, dans le contexte géopolitique mondial, c'est un sujet quand même important. Et puis après, je dirais que par expérience, hein, pour qu'un projet photovoltaïque soit réussi, ça nécessite plusieurs étapes professionnelles, entre autres la première étape du technico-commercial qui doit être compétent et pas survendre un projet et pas faire n'importe quoi. On a des contraintes administratives, réglementaires, techniques, économiques. On doit être capable de bien conseiller son client. L'installateur doit être bien formé et expérimenté pour faire une mise en œuvre conforme et irréprochable. Et puis, un petit point important quand même, l'utilisateur final doit être bien sensibilisé au fonctionnement et être bien informé initialement des conséquences que ça va avoir sur son mobilier de mettre du photovoltaïque. Voilà, Merci. Là, le timing est serré, donc c'est de respecter le chrono. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, c'est un sujet de négociation parce que cet espace, il est quand même, il n'est pas illimité, hein, sur les toits. Mais ce que je retiens, c'est que cette installation, elle doit être raisonnée, compatible et discrète. Et l'idée du garde-corps photovoltaïque, notamment dans les villes en réhabilitation, ça peut être vraiment un sujet très, 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 très intéressant. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe, parce que pour le coup, il faut qu'on ait un petit peu de temps pour nos amis de Merci Raymond d'une part, mais aussi pour la session de questions et réponses, parce qu'on a des gens qui lèvent la main, on a pas mal de questions ou dans le fil de discussion, pas mal de remarques. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance, hein, parce que si vous avez des réponses, elles sont la bienvenue. On va en reparler tout à l'heure. Donc, Oksana, Diane, si vous voulez bien nous passer votre présentation, c'est à vous. Oui.
Vous voyez bien? Ouais. Ah, et Charles, je n'avais pas vu, tu avais levé la main. C'est une question pour M. Verdeil avant qu'elle commence? Oui, tout à fait. C'est une question pour Olivier. Simplement sur les dispositifs, je voulais savoir s'il existait des dispositifs de pergola photovoltaïque. J'imaginais que c'était une bonne solution à la fois pour procurer usage et confort, notamment abri du soleil, voilà, et qui pourrait permettre justement de superposer. Voilà, alors c'est très drôle, hein. On a fait de la télépathie, je crois, parce que tout à l'heure, en t'écoutant, en soulevant ce problème, j'ai pensé, et la pergola, j'en ai pas parlé, mais effectivement, est une solution existante qui permet ce mixte en fait, d'activités. On a plusieurs solutions et c'est d'ailleurs ce qui se passe beaucoup maintenant dans le nouveau domaine d'activité qu'on appelle l'agri-photovoltaïque. C'est essayer de surélever un peu le photovoltaïque pour pouvoir mettre une serre dessous, par exemple, ou pour avoir d'autres activités qui pourraient être un bar, une table ou autre chose en plus. Donc, et ça, en termes de surcoût, c'est simplement… le surcoût, en fait, ça change pas grand-chose parce qu'en fait, c'est tout simplement une surélévation de la structure porteuse. Je dirais que l'enjeu technique, il est plutôt d'assurer le non-arrachement de la structure sur les emprises au vent. C'est plutôt ça le petit point sensible. Donc, ça pourrait être une bonne solution. Voilà. Tout à fait. Au plaisir d'en reparler. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, le sujet de l'emprise au sol, et ça, nos oratrices de Merci et Raymond vont nous en parler de l'emprise au sol. Le sujet de l'emprise au sol, enfin, au sol de la terrasse, là, pour le coup, il peut être réglé par une nouvelle couche, new layer, comme auraient dit nos amis de Faro. Allez-y, pardon de vous avoir interrompu, Oksana et Diane. Bonjour, du coup, rapidement avant de laisser Oksana qui est plus spécialiste que moi sur les toitures végétalisées, mais vous présenter rapidement Merci Raymond. Merci Raymond est une entreprise de paysagisme et de végétalisation des espaces. Ça a été créé en 2015 sur plutôt Île-de-France et nord de la France, et depuis plus d'1 an, on travaille à nos développements sur Marseille et on s'est installé en janvier. Et le point important, c'est qu'on n'est pas juste venu au soleil, mais on a aussi développé toute une palette végétale méditerranéenne et toute l'équipe paysagiste, des paysagistes a voulu être résilient et travailler sur les jardins secs. Oksana pourra en parler aussi. Et à côté de nos activités de paysagisme, on fait aussi de l'agriculture urbaine. Vous parlez d'agrivoltaïsme, nous, c'est des sujets qui nous intéressent également. On fait des jardins partagés, des fermes urbaines, et aussi à un côté design végétal, où là, on s'intéresse au végétal dans les bâtiments et pour le bien-être au travail, la végétalisation des espaces, des murs. Voilà. Je vais laisser Oksana parler plus des toitures et du côté technique. Bonjour à tous. Encore merci beaucoup pour cette possibilité de participer dans cette discussion, je trouve, de l'avenir, parce que je pense les toitures végétalisées et les toitures utilisées, c'est ça notre futur. Parce qu'il y a plusieurs avantages comme économiques et écologiques qu'on va regarder plus précisément dans cette présentation. Alors, ce n'est pas le secret qu'aujourd'hui, les villes ils se développent et ils prennent de plus en plus de territoire. Et tout ça, ça fait l'impact sur la nature et sur notre planète. Et je voudrais commencer cette présentation par rapport à l'exemple de projet en Grèce. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions, surtout les hôtels et les espaces de récréation. Et imaginez-vous cette image, mais avec les toitures bitumeux, noires, ou qu'on a vraiment, ça pourrait être supprimé de ce beau paysage, de cette vue, les éléments. Et pour ça, les toitures végétalisées, elles pouvaient être la solution de dépasser la nature qui était au niveau du sol, mais augmenter sur le niveau plus haut de notre bâtiment. Quel avantage écologique on a? D'abord, c'est l'amélioration de microclimat.
On sait que les plantes, elles donnent sa humidité. Il refraie refraie de atmosphère Rafraîchissent, oui. Ah oui, pardon, merci. Et pour ça, on peut éviter l'effet de serre dans les milieux urbains et créer les îlots de fraîcheur. Aussi, cette volonté de chacun partir en vacances à la nature. Pourquoi? Parce qu'on est très fatigué de l'endroit bitumineux et bétonné, et que cette jardin sur le toit, elle peut être solution de revenir vers la nature. Le sujet très important des toitures végétalisées, c'est la possibilité de rétention d'eau pluviale. Surtout que ça dépend de quantité de substrat, de l'auteur de substrat. On peut retenir de 50 à 90% d'eau pluviale qui peut après être utilisée par les plantes, qui absorbent et redonne cette humidité à la nature. Mais aussi, grand avantage qu'aujourd'hui, quand on a la surface plus en plus bétonnée, ça fait grande tension sur la canalisation urbaine de récupération de l'eau pluviale. Et pendant le moment de pluie, c'est très difficile de récupérer toute l'eau en même temps. Et la végétalisation des toitures nous permet de retenir l'eau pendant la pluie, pendant ce moment intensif, et sortir le reste de l'eau plus tard. Donc, ça prend plus de temps pour redescendre le reste de l'eau qui ne reprend pas le substrat. Un de qualité des plantes, c'est filtrer l'air. Et elle peut retenir la poussière et améliorer la qualité d'air urbain. Sur les images d'exemple que vous voyez à gauche, c'est la majeure ressource centre à Copenhague. Donc, c'est l'usine de refait des déchets. Et sur Média, elle était partout avec la phrase « un incinérateur de déchets plus propre que propre ». Et c'est un grand projet de bureaux d'architecture BIG qui sont vraiment il adore végétaliser les toitures et c'est un des très connus architectes du monde. On ramène dans la ville la biodiversité. Et par exemple, les oiseaux, les insectes, les abeilles, qui à cause de chaleur, qui à cause d'un manque d'espace vert, ils peuvent partir de la ville. Grâce à la toiture végétalisée, ils peuvent revenir. Aussi, sur l'image, vous voyez un projet avec des pâturages et des moutons. C'est le projet en Suisse où le bâtiment est devenu la partie du paysage et de relief. Et on voyait bien que cette parcelle, elle n'a pas perdu la pelouse, mais elle a retrouvé ça sur ses toits. Et bien évidemment, quand on parle par rapport à la toiture végétalisée, on peut parler par rapport à l'argent. D'abord, on connaît tous que la toiture, c'est l'étanchéité. On doit bien protéger notre intérieur de pluie. Et pour ça,
plus l'étanchéité marche, plus il est à bon état, plus intéressant pour les habitants. Et pourquoi elle peut abîmer l'étanchéité? À cause de la température et à cause de rayons UF. Et ces problèmes, elle peut résoudre les toitures végétalisées parce qu'ils créaient la couche de protection des rayons UF, mais aussi si la température, la surface de toiture juste avec l'étanche, il peut augmenter pendant l'été jusqu'à 80 degrés. Avec la couche de gravier, on sait, il y a les toitures couvrent avec les graviers blanches, ça peut arriver vers 60 degrés. Avec la toiture végétalisée, grâce à l'humidité des végétaux, c'est environ 25 et maximum 35 degrés. On voit que c'est vraiment un grand écart de température. Et c'est ce qui peut permettre de conserver mieux l'étanchéité. Mais aussi, je pense que Olivier il peut me dire et préciser ça. Moi, j'ai des informations que les panneaux photovoltaïques, il est plus efficace sur certaines températures d'ambiance. Et qu'avec l'augmentation de la température, sa efficacité, elle baisse chaque degré à 1%. Et pour ça, il a une grande expérience mondiale de symbiose entre les toitures végétalisées et les panneaux photovoltaïques pour avoir le meilleur résultat et économique et écologique. Les toitures végétalisées, elles travaillent comme éponge pour absorber les reflets et les bruits sonores. Donc, c'est pour ça, par exemple, en Allemagne, il y a la loi à végétaliser toutes les toitures près de aéroports parce que pour avoir les meilleures conditions des habitants qui habitent pas loin de cet endroit. Et aussi pour avoir les conditions plus confortables à l'intérieur de salles d'attente, les architectes utilisent les toitures végétalisées. Isolation thermique. Donc, ce que je dis tout à l'heure, la couche de toiture végétalisée, il permet d'avoir la température à environ 25 degrés sur la surface de toiture. Si on réfléchit, par exemple, par rapport à l'intérieur qui est juste au-dessous de toiture végétalisée, imaginez-vous, si on a le plaque qui est réchauffé à 80 degrés pour le système de climatisation, combien d'énergie il va prendre pour refroidir l'intérieur. Ici, c'est juste 25, bien évidemment, où on n'a pas besoin déjà allumer ce système, où l'impact d'énergie, elle devient moins important que grâce à cet écart de température. Ça ne lié pas avec le climat méditerranéen, mais par exemple avec le climat ukrainien, c'est très important aussi que pendant l'hiver, ils retiennent la température ambiante d'intérieur et ils permettent de conserver là à l'intérieur et faire un peu le sort de l'isolation thermique pour les toitures, pour les appartements et les bureaux. Mais le plus intéressant et le plus important pour l'argent de propriétaires des bâtiments, que si on a déjà dépensé l'argent pour construire ces mètres carrés, pourquoi on ne les laisse pas à utiliser? Pourquoi on n'utilise pas? Parce que les toitures végétalisées, c'est on peut créer les parcs, les jardins d'observation, des festivals, comme a dit tout à l'heure Sophia, les terrains du sport, les écoles. Et bien évidemment, on peut amener l'activité utile comme potager, comme les fermes urbaines. Et
amener vers les citoyens les alimentations locales plus proches. Et ce qu'ils peuvent profiter pendant les week-ends, ce n'est pas nécessaire partir ailleurs pour faire le jardinage ou quelque chose, ou faire quelque chose. Aussi comme exemple d'utilisation de toiture et que ça pourrait améliorer le quartier même à tout cet endroit que vous voyez bien, c'est le projet à Malta qui on voit à droite l'état des lieux avant de construction c'est cet espace public. C'était un peu la friche urbaine qui est devenu l'endroit plein d'activités qui a créé le lien social de quartier. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent pour se retrouver au milieu qui était avant abandonné. La toiture végétalisée, elle peut devenir l'espace pédagogique, l'espace festif et, comme on a dit déjà, l'espace convivial et social. Au fin de ma présentation, je voudrais juste partager quelques projets de Merci Raymond qui étaient déjà réalisés ou sur la stade de création de projets. C'est l'exemple de jardin sur le toit pour le siège de Rémy Cointreau. Avant, c'était juste la toiture et aujourd'hui, c'est l'endroit de partage, d'événements, il y a Skybar avec les aromates qui permettent de créer les cocktails à la base de Cointreau en utilisant les herbes qui étaient créées sur cette toit pour ajouter le goût et compléter les recettes des cocktails. La toiture rooftop de AXA qui aussi a apporté cette notion de nature dans la ville et il a créé l'ambiance de cette terrasse. Le rooftop comestible de BNP Paribas, qui on voit bien, elle propose plusieurs endroits avec les différents espaces différents types de végétalisation, de différentes activités. Le grand projet défense qui se présente, qui s'appelle Prévisis, et aujourd'hui il est en train de construction. Toutes les toitures et toutes les terrasses seront digitalisées. Et la cité universelle, qu'on va bien aussi, qui est toujours en train d'étape de projet, elle devient vraiment un grand îlot de digitalisé dans l'espace urbain. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Oksana. Et merci aussi, je renouvelle donc les mêmes remerciements que pour nos amis portugais. Merci d'avoir parlé en français. Je sais que ce n'est pas toujours très facile, c'est une langue compliquée. Alors, ce que je retiens de votre présentation, c'est ce qui… Alors, ils ne l'ont pas dit cette fois-ci, mais on en avait parlé quand on avait préparé ce travail. J'aime beaucoup l'idée que les terrasses sont un bien commun. Et ça, c'est un vrai sujet, en fait. À qui appartiennent les terrasses? Est-ce qu'elles appartiennent aux habitants? Est-ce qu'elles appartiennent à ceux qui mettent en place ces installations, techniques ou pas techniques, peu importe. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que finalement, quand vous intervenez pour végétaliser une terrasse, la plupart du temps sur demande, puisque vous n'en prenez pas la responsabilité sans qu'on vous le demande, en fait, vous préparez quelque chose et vous le remettez clé en main, si j'ose dire, aux personnes qui sont concernées. Ce qui permet justement cette création de lien social, ce qui permet de mieux filtrer les courants d'air, ce qui permet de rafraîchir
de rafraîchir. Et donc, l'idée du design végétal, elle prend toute son importance sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, donc, on avait pas mal de choses dans le fil de la discussion. N'hésitez pas à continuer à intervenir. Et là, je voudrais donner la parole pendant 5 minutes à Julia pour voir si tu as pu avancer sur le sujet pendant que nos spectateurs, s'ils sont d'accord, évidemment, posent des questions, puisqu'il y en a certaines auxquelles on a déjà répondu. Peut-être qu'on reviendra sur la question de la sécurité. Pour voir, Julia, si tu veux bien. Alors, bonjour à toutes et tous. En effet, j'ai pu capturer un petit peu les principaux éléments. Donc, je vais zoomer. Après, je te laisse peut-être, Pierre, commenter. Oui, si tu veux, mais bon, c'est… Alors donc, l'intervention de Charles, effectivement, un toit pour vivre dehors, se rencontrer, s'émerveiller. Il l'avait pas écrit, s'émerveiller, enfin, je ne l'ai pas vu, mais, parce que je ne l'ai pas noté, mais s'émerveiller, j'aime bien. Ouais, mais j'avais retenu. Quand Charles parle des terrasses, il a des étoiles dans les yeux, donc on doit se douter qu'il doit passer souvent les nuits le nez en l'air. Voilà, faisons du toit un facteur identitaire pour Marseille, pour Faro aussi, mais je pense qu'on va y revenir. Alors, sur la cité radieuse, tiens, bah, ça tombe bien. Sur la cité radieuse, on avait un commentaire de Joël Giordano qui travaille à Marseille et qui nous disait attention, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le toit de la cité radieuse. Hein. Donc, pour les habitants, mais aussi, et on revient au tourisme justement, c'est aussi un endroit qui est extrêmement visité et qui fait justement le plaisir et le bonheur des touristes. Donc, ils montent sur le toit de la cité radieuse, ils se rendent compte de ce que nous avons. Et d'ailleurs, Joël est en train de réagir. Allez, on continue. Alors, donc, les questions, végétalisation, quelle efficacité? Je pense qu'on a eu une réponse, j'espère qu'elle te convient, Charles, avec nos amis de Merci Raymond. Sur les stratégies urbaines, on a vu effectivement avec les gens de la Cámara municipale de Faro qu'il y a une vraie stratégie urbaine. Et cette stratégie, c'est une réappropriation des toits à travers justement toute cette problématique de la réglementation. Et donc ça permet aussi de répondre à une autre question qui a été posée. La réglementation, elle est fondamentale. C'est-à-dire que rien ne se fait sans les pouvoirs publics. Et ça, c'est vraiment très, très important. Notamment, j'imagine pas en haut de mon immeuble aller monter une terrasse et puis inviter les gens à danser parce qu'on a justement toujours ce problème de sécurité. Comment cumuler les usages? Alors, les usages, on l'a vu, hein, les usages, ils sont divers. Et puis, on s'est bien rendu compte avec Olivier Verdeil comment ça pouvait être compliqué parce que les gens, hop, ils vont glisser des choses sous les panneaux solaires, souvent au détriment justement de leur propre sécurité parce qu'il y a quand même des milliers de volts qui passent à travers ce genre de sujet. Alors, on peut zoomer sur Faro. C'est beau ce que tu as fait. Donc, le premier festival à Sautea, c'était 30 toits, effectivement. Donc, un projet de coopération européenne avec 9 villes. Donc, merci de n'avoir pas précisé que c'était que 3 villes méditerranéennes, parce que là, pour le coup, on est un peu pauvre, je dirais. L'Algarve, donc, c'est 4 millions de touristes et 400 000 personnes, hein, c'est ce qu'ils nous ont dit, 400 000 personnes dans l'année, 4 millions, alors 4 millions de touristes ou 4 millions de personnes, je ne sais pas, en été. Et puis, c'est l'identité. Donc, tu as fait un petit bateau, je ne sais pas si c'est un bateau de pirate que tu as fait au loin, mais bon, est-ce que le pavillon est un pavillon noir? On ne sait pas trop. On pourra imaginer que c'est un bateau de pirate, en effet. Voilà, exactement. Et puis, vas-y, sur l'INES. Donc, ouais, il a dit beaucoup de choses, hein, Olivier. Donc, ouais, c'est génial. Hein, c'est cette capacité, justement, à rendre les installations plus accessibles, alors financièrement, d'une part, mais aussi esthétiquement. Et puis, elle s'intègre vraiment mieux. Alors, elle s'intègre dans le paysage, mais elle s'intègre aussi dans la construction. C'est-à-dire que les garde-corps, enfin, moi, je ne savais même pas que ça existait. La pergola, d'ailleurs, Charles a réagi là-dessus. La pergola, c'est un vrai sujet. Quand on met une pergola, ça évite justement d'aller bouffer l'espace où les gens peuvent danser ou peuvent dîner, par exemple. C'est ça qui est assez génial. Et puis, comme il l'a dit, effectivement, au Maghreb, on a parfois des conflits d'usage qui sont liés justement à l'utilisation des toits. Donc, ils arrivent pour monter des panneaux solaires et ils se rendent compte, comme a réagi Mounia tout à l'heure en disant c'est la cave sur le toit. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on est vraiment sur un espace, alors un espace qui appartient à tout le monde, certes, mais bon, qui est utilisé parfois de façon un peu aléatoire.
Et puis, remonte un petit peu, s'il te plaît. Ah oui, et ça, c'est merci Raymond. Donc, alors, Raymond, c'est un Y, hein, tu fais attention. Oui, c'est pas grave. Donc, toiture Je vais végétalisée, corriger. régulation de la température, symbiose avec le photovoltaïque, mais pas que, j'imagine. Hein. Soutenir un espace public utilisé, voilà, avec le transfert de savoir, la festivité, et puis la rétention d'eau. Donc, Oksana a vraiment bien insisté sur la rétention d'eau. Donc, c'est aussi une des réponses aux questions que Charles avait posées tout à l'heure. Filtrer les nuisibles, méfie-toi, filtrer, c'est un F. Chez nous, en français, c'est un F. Filtrer. D'accord. OK. Voilà. Et puis, donc, je suis curieux de voir la petite frise que tu préparais sur le bas, parce que je l'ai vu en Oui, passant. ça, après, je vais le compléter, mais l'idée, c'est un peu essayer de représenter les toits avec plusieurs usages, avec tout ce qu'on vient de dire, en fait. Donc, imaginez comme une sorte de ville avec les toits, en fait, au-dessus desquels s'est déroulée notre discussion d'aujourd'hui. Alors, donc, on a deux personnes qui ont levé la main, donc Charles et puis un spectateur. Donc, je propose de donner la parole au spectateur, c'est Monsieur Abdelkader Nejari. Vous pouvez parler, monsieur. Je ne sais pas si on peut l'entendre. Écrivez votre question dans le fil de la discussion. Je pense que ce sera plus simple parce qu'on ne vous entend pas, en fait. Bon, vas-y, Charles. Ah oui, moi je voulais réagir à la question de la sécurité. Parce que, effectivement, c'est bloquant pour transformer des toitures qui n'ont pas été conçues comme ça. Donc, pour l'évolution des toitures, oui, c'est un vrai sujet. Par contre, c'est pour ça que je disais au début, aujourd'hui, concevons de façon à garantir que toutes ces problématiques de sécurité sont bien prises en compte dès la première vie du bâtiment. Et donc, ça, c'est vraiment important. Ce sont des moyens qui doivent être pris en compte systématiquement. C'est ça qu'on essaie de développer à Euroméditerranée sur tous les nouveaux projets. Donc, ça veut dire garde-corps, ça veut dire moyens sécurisés pour monter. Ce n'est pas une échelle, c'est un vrai escalier qui permet à tout le monde de monter. Voilà. Et si on conçoit comme ça, après, comme je le disais, il n'y a plus qu'à pousser la porte. Et le tour est joué. Et on ne se posera plus les questions de sécurité. Voilà. Et alors, sur la question aussi, donc, tu disais, Pierre, la question de la sécurité et de la réglementation est un outil majeur pour imaginer l'appropriation des toits. Je pense que, et c'est d'ailleurs ça qui est porté par le collectif À nous les toits et l'événement du 2 juillet, je le répète, je refais de la pub, mais c'est qu'on peut tous être acteurs aussi. Et donc, il suffit de voir la potentialité du toit qu'on a au-dessus de la tête, d'analyser, et je pense qu'il y a plein de toits en fait, qui sont ouvrables. Et là, on est acteur de l'appropriation sans même avoir affaire à la réglementation. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup de toits, beaucoup de potentialités qui sont déverrouillables. Voilà. Et ça, la réglementation peut faire quelque chose, et peut-être que ce n'est pas que la réglementation d'ailleurs, c'est peut-être des dispositifs de sollicitation et d'aide aux habitants, peut-être financiers, peut-être juridiques, pour débloquer des situations qui rencontrent des problématiques un peu techniques ou de financement. Voilà. La réglementation, à mon avis, c'est un outil, oui, mais le mieux, ce serait qu'on intervienne tous dès qu'on peut et que ce soit une initiative habitante, parce que c'est comme ça qu'on s'approprie les lieux. C'est comme ça qu'on crée des projets communs et c'est comme ça qu'on les adapte. Voilà. À mon avis, c'est un vrai. Il y a un véritable enjeu sur le. En fait, dans mon esprit, quand je parle de la réglementation, c'est surtout être bien calé avec les pouvoirs publics. C'est ça l'idée. Parce qu'en fait, les pouvoirs publics, et tu le sais bien, que ce soit une municipalité, que ce soit une région, ou même au niveau national, comme au Portugal, il y a des lignes forces, et puis après, il y a du cas par cas. Et si, comme on le voit dans le cas parce qu'à Faro, s'ils ont pu avancer aussi vite, c'est parce que justement, la mairie est partie prenante, à mon avis. Et à partir du moment où on a cette sorte d'ouverture, de validation, en quelque sorte, surtout quand il y a ces problématiques de sécurité. Certes, les habitants peuvent et doivent se saisir de la problématique, de l'action, mais il me semble que si c'est accompagné, alors réglementairement ou pas réglementairement, peu importe, en tout cas, si c'est accompagné par les pouvoirs locaux, à mon avis, ça a beaucoup plus de force et ça va plus vite, me semble-t-il. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est plus un accompagnement de la dynamique. Oui, voilà. oui, absolument. Il ne s'agit pas de poser des règles. Des règles, on en a suffisamment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. Non, c'était ça. Il doit rester des lieux de liberté. Oui. Voilà.
Alors, petite remarque de la part de Mounia Bouali, que je pense nos orateurs connaissent très très bien maintenant. Donc, Mounia Bouali est une universitaire qui est spécialisée sur dans la recherche sur la vie et le mode de vie dans les oasis et notamment dans la région du Mzab, dans le Sahara algérien, où elle précise que la terrasse est utilisée comme espace de sommeil jusqu'à présent, malgré la climatisation des intérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, en été, les gens vont dormir sur la terrasse. Donc, pour le coup, c'est vrai que, et ça pourrait faire bondir Olivier Verdeil, c'est vrai qu'on y trouve des matelas, c'est sûr. Voilà. À Rotterdam, pour le Rooftop Day, ils ont créé des campings. Voilà. Voilà, exactement. Donc, plein de félicitations pour la synthèse graphique de Julia. Joël Giordano, que j'ai cité tout à l'heure, nous dit qu'il y a un document de la gamme, je ne sais pas si tu le connais, Charles, de la métropole ex-Marseille qui s'appelle « Marseille prend de la hauteur ». Tout à fait, qui a été édité l'année dernière et qui est très bien. Donc, on peut vous encourager. J'imagine que ça se trouve sur le site de la gamme et il y a des très, très bonnes productions sur le site de la gamme. Et en plus, elles sont open source, donc c'est vraiment très, très bien. Tac, tac, tac. Et puis, j'avais aussi, pardonnez-moi, je prends un tout petit peu de temps, j'avais aussi remarqué une autre intervention. Tac, tac, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une personne donc de Chypre qui s'appelle, vous pouvez le voir, mince, je l'ai perdu, hop, tac, tac, qui s'appelle Marina Kyriakou et qui est justement partie prenante dans le projet européen qu'a cité Sophie tout à l'heure, et donc où elle dit que c'est important qu'il y ait cette prise de conscience des Méditerranéens. Attendez, je vais vous lire son message. Je viens de Nicosie, Chypre, où je représente Urban Gorillas, ONG, qui est aussi partenaire du projet européen avec Faro, contente de voir qu'un mouvement méditerranéen, hop, pour la promotion de l'utilisation des toits vient de commencer. Donc voilà, donc, tous unis pour valoriser les toits. Et la dernière question qu'on va citer, c'est celle de Joël, encore une fois, qui dit « Quels sont les sites à Marseille ?» Et ça, c'est pour toi, Charles, qui participe au Rooftop Day et au Mois des Toits. Alors, il y a une quinzaine de sites. Il y a Mélanie Bouteille, d'ailleurs, qui est là, qui pourra sans doute peut-être compléter ce que je dis. Mais alors, il y a des sites qu'on a déjà tous foulés, qui sont des toitures telles que le site du Mucem ou de la Friche, donc qui vont avoir des programmations un peu spécifiques pour l'occasion. Mais il y a aussi plein de sites qui ne sont pas ouverts. Et ça, je pense que c'est ça qui peut vraiment solliciter notre attention et tout notre intérêt. Ce sont, par exemple, des logements à Smartseille, une terrasse collective qui va être ouverte et qui va donner lieu normalement à un banquet. C'est en train de se monter là, avec les habitants. Donc, les habitants sont vraiment partie prenante du projet. Il va y avoir des toitures aussi de bureaux qui vont a priori être ouvertes pour un concert. Voilà, il y a pas mal de bâtiments. Globalement, c'est plutôt Marseille, au nord, au-dessus de la Canebière, on va dire, et pas mal de bâtiments sur eau Méditerranée. Voilà. Donc, et des bâtiments qui sont eux-mêmes parfois même en chantier. Par exemple, un parking silo dont je ne vous ai pas parlé, mais dont le dernier étage va normalement être ouvert. Voilà. Donc, le programme, normalement, va être publié vendredi, mais il évolue sans cesse parce qu'il y a plein de gens partant au dernier moment. Donc, ça, c'est super. Ça crée beaucoup de… C'est un sujet qui est extrêmement liant parce qu'il fait rêver. Il est a priori peu clivant et pourtant tellement porteur, comme vous l'avez vu, de plein de belles choses pour la ville de demain. Merci beaucoup, Charles. Sur Smartseille, je crois même que Oksana, enfin que Merci Raymond a été sollicité par un promoteur pour faire quelque chose sur un des immeubles de Smartseille. Oksana, je ne me trompe pas? Oui, mais maintenant, c'est sur l'étape de discussion. D'accord. C'est pas encore signé, mais idéal, cette discussion. Il ne fallait pas le dire alors. 1000 excuses. Alors, voilà. Donc, Mélanie a rajouté le lien. Je vous invite vraiment, on va rester encore 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez vous connecter sur le lien du Rooftop Day. Et je remets ici sa question. Donc, Inès, ne pourrait-on pas imaginer un projet commun dans le cadre du call? Oui, si, mais ça, on en a parlé, Inès. Ce serait intéressant de voir avec les gens de Faro et avec Euroméditerranée comment on pourrait
on pourrait travailler dans le cadre du tourisme durable pour voir effectivement comment on peut valoriser ces terrasses. Oui, tout à fait. Je vais laisser Voilà. passer. Donc, dernier petit point, les jardins la terrasse du Mucem. Donc, Charles a présenté effectivement la terrasse ombragée avec la magnifique mosaïque de béton. Mais tout autour, n'oublions pas qu'il y a le jardin de simple, un petit jardin de potager, etc. ou le restaurant d'apprentissage, enfin dans lequel le restaurant d'apprentissage va se servir pour aller chercher ses aromates. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Donc, nous vous donnons rendez-vous le 5 juillet pour notre prochain webinaire qui s'intitule « Quand le vent façonne la ville ». Donc, je vous en ai parlé en ouverture. Donc, Monsieur Nejari a été… tiens, on va lui donner la parole. Monsieur Nejari, si vous voulez une dernière question, mais j'arrive pas, je ne peux pas lui donner la… Bon, on ne peut pas. Donc, le 5 juillet pour « Quand le vent façonne la ville » de l'échelle urbaine à l'échelle bâtie. Nous avons déjà commencé à y travailler avec Euroméditerranée et je pense que nous aurons, encore une fois, un très, très beau webinaire. Mille excuses d'avoir dépassé l'horaire, mais bon, ça aurait été un sacrilège que de couper nos orateurs, nos oratrices. Merci en tout cas beaucoup à vous tous, à vous toutes d'être intervenus. Merci Julia, ton travail est génial et franchement, on le savoure et moi, je le regarde régulièrement. Donc, tous ces propos seront repris sur le site du réseau des aménageurs. N'hésitez pas à vous y connecter. Donc, régulièrement, nous reprenons, en fait, nous transcrivons, nous faisons ce travail de transcription de toutes les interventions de nos orateurs et les synthèses graphiques de Julia y sont présentées, évidemment. Donc, c'est sur le site du réseau des aménageurs, www.http://aménageurs-med.org. Voilà. Merci bien à tous. Nous allons arrêter maintenant parce que c'est trop long. Et à très, très bientôt. Donc, nous vous donnons rendez-vous le 5 juillet. Merci beaucoup. Sur les toits. Et sur les toits le 2 juillet. Et sur les toits le 2 juillet, n'oubliez pas surtout, oh là là, malheur. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.